L'époque bénie où l'on pensait que l'atome ne pouvait pas être divisé est révolue depuis bien longtemps. C'est précisément pour cette raison qu'on lui a donné le nom d'atome, issu du grec atomos, qui signifie indivisible. Mais par la suite, on a découvert que cette idée était erronée. On a d'abord découvert que l'atome était composé d'un noyau atomique entouré d'un nuage d'électrons. Ensuite, on a découvert à l'intérieur du noyau les protons et les neutrons. Puis les physiciens ont eu l'audace de les diviser à leur tour, jusqu'à parvenir aux quarks. Ils ont élaboré le modèle standard, essuyé la sueur de leur front et poussé un soupir de satisfaction en se disant qu'ils avaient enfin accompli leur tâche. Bonjour à tous! Il est vrai que le modèle standard décrit le comportement de la matière avec une très grande précision et que les expériences en confirment les prédictions. Pourtant, croire qu'il permet d'atteindre le fond ultime de la réalité serait bien trop simpliste. Car à maintes reprises, on a cru avoir atteint cette limite, avant de découvrir à chaque fois qu'il existait encore quelque chose en dessous. Et puis, premièrement, la nouvelle génération de physiciens rêve elle aussi de percer les secrets de l'univers et de décrocher un prix Nobel. Après tout, pourquoi serait-il inférieur à Niels Bohr, Sheldon Glashow ou Murray Gell-Mann? Et deuxièmement, le modèle standard n'explique pas absolument tout. Dans ce cas, nous allons tenter de l'expliquer autrement, se sont-ils dit. Bienvenue sur Perduchan. C'est ainsi qu'est née la théorie des préons. Les quarks, autrefois considérés comme les briques fondamentales de l'univers. Et voici les nouveaux candidats au titre de particules élémentaires censés constituer ces quarks. Alors, commençons. Ça fonctionne, mais ça n'explique rien. Commençons par examiner plus en détail les problèmes du modèle standard. Pourtant, il s'agit de l'une des théories les plus précises de toute l'histoire des sciences. Ces prédictions coïncident avec les résultats expérimentaux avec une précision stupéfiante. Mais en même temps, cette théorie donne aussi l'impression de n'être qu'un assemblage de règles ajustées pour correspondre à la réalité, sans véritable pouvoir explicatif. Regardez plutôt. Les particules de matière, comme les quarks et les leptons, n'existent pas en une seule variété, mais sont réparties en 3 générations distinctes. Chaque particule possède des versions plus lourdes d'elle-même, dont la différence principale réside essentiellement dans leur masse. L'électron, le muon et le lepton tau, ce sont pratiquement les mêmes particules, seule leur masse diffère. Il en va de même pour les quarks. Alors, pourquoi y en a-t-il 3? Pourquoi pas 2, ou même 5? Le modèle standard ne répond pas à cette question. Passons maintenant à la masse des particules. Elle est déterminée par leur interaction avec le champ de Higgs. Mais la théorie ne permet pas pour autant d'en déduire les valeurs exactes. Ces valeurs sont simplement ajustées afin de correspondre aux résultats expérimentaux. En d'autres termes, il ne s'agit que d'un ensemble de nombres dont l'origine demeure inconnue. Et il existe un problème encore plus fondamental. Pourquoi, au fond, cette combinaison précise de particules et d'interactions existe-t-elle? Pourquoi les quarks possèdent-ils des charges fractionnaires, tandis que l'électron possède une charge entière? Pourquoi l'univers est-il construit de cette manière? C'est alors qu'une question tout à fait naturelle surgit. Si les propriétés des particules ne peuvent pas être expliquées au niveau actuel, alors peut-être proviennent-elles d'une structure encore plus profonde. Que sont les préons? Le concept des préons est relativement simple. Il repose sur l'hypothèse que les quarks et les leptons ne seraient pas des particules élémentaires, mais des particules composites. Autrement dit, qu'ils contiendraient des particules encore plus petites appelées préons. Les différentes particules que nous appelons aujourd'hui particules élémentaires ne seraient donc pas fondamentalement différentes, mais se distingueraient par leur structure interne. Leur charge, leur masse et leurs autres propriétés seraient déterminées par les combinaisons et l'agencement des préons. Par exemple, la charge fractionnaire des quarks pourrait s'expliquer par le fait qu'ils seraient formés de composants possédant des charges partielles plus fondamentales. Les différences de génération entre les particules viendraient du fait que les mêmes préons se trouvent dans des états différents ou s'assemblent différemment. Certains modèles envisagent même que les bosons médiateurs des interactions puissent eux aussi être des particules composites constituées des mêmes préons. Ainsi, l'ensemble des particules élémentaires observées ne serait peut-être rien d'autre que le résultat de combinaisons d'un nombre relativement réduit de particules plus fondamentales. C'est précisément là que réside le cœur de l'hypothèse des préons.
Elle cherche à creuser encore plus profondément le niveau des fondations afin d'expliquer les propriétés des particules à travers leur structure interne. Quand les parties deviennent plus lourdes que le tout. Mais il est devenu clair qu'aller encore plus loin n'était pas aussi simple. Un problème extrêmement sérieux est apparu, au point qu'il faut s'arrêter un instant pour y réfléchir. Prenons ici l'exemple du proton. Le proton est constitué de quarks, eux-mêmes liés par des gluons, les particules médiatrices de l'interaction forte. En revanche, à l'intérieur du noyau atomique, les protons ne sont pas directement liés entre eux par des gluons, mais maintenus ensemble grâce à l'interaction forte résiduelle, autrement dit, la force nucléaire résiduelle. Cette interaction résiduelle peut être décrite approximativement comme un échange de maisons. Vous êtes perdu ? Pas d'inquiétude, car l'essentiel se trouve ailleurs. La masse du proton ne provient pas principalement de la masse des quarks eux-mêmes, mais de l'énergie de leur mouvement et de leur interaction. Autrement dit, la masse n'est fondamentalement rien d'autre que de l'énergie confinée à l'intérieur d'un système. Gardez bien cela à l'esprit. Jusqu'au niveau des quarks, cette idée fonctionne encore. Mais dès qu'on pousse le raisonnement plus loin, en supposant que les quarks eux-mêmes sont composés de préons, la situation devient soudainement bien plus compliquée. Les préons devraient alors être confinés à l'intérieur des quarks, donc dans une région encore plus petite. Or, la mécanique quantique impose des limites extrêmement strictes. Il est impossible de déterminer simultanément avec précision la position et la quantité de mouvement d'une particule. Ainsi, si l'on tente de confiner une particule dans un volume extrêmement réduit, l'incertitude liée à son mouvement, autrement dit à sa quantité de mouvement, augmente considérablement. Et lorsque la quantité de mouvement augmente, l'énergie augmente elle aussi presque proportionnellement dans le domaine relativiste. Cela signifie que l'éventail des énergies possibles s'élargit et qu'en conséquence, l'échelle énergétique caractéristique devient elle aussi beaucoup plus élevée. Dans le cas des quarks, ce problème n'apparaît pas à un niveau observable. Leur masse effective reste inférieure à celle du proton, ce qui évite toute contradiction. Mais avec les préons, la situation change complètement. Pour confiner des préons dans un volume aussi minuscule, il faudrait une quantité d'énergie gigantesque. Les calculs montrent que cette énergie, c'est-à-dire la masse équivalente, vous vous en souvenez, devrait être des milliers, voire des millions de fois supérieure à la masse du quark lui-même. Cela signifie que la force liant les préons devrait être si colossale qu'elle devrait presque entièrement annuler leur propre énergie. On se retrouve alors dans une situation qui semble absurde selon la logique habituelle. Les parties deviennent plus lourdes que l'ensemble. Ce serait un peu comme assembler 2 cubes d'1 kilogramme pour obtenir une pyramide ne pesant qu'1 millième de gramme. Pour contourner ce paradoxe, les physiciens ont été contraints d'introduire l'hypothèse d'une force ultra puissante, encore plus intense que l'interaction forte. Cette force devrait lier les préons avec une intensité extrême, de sorte qu'une énergie négative compense presque totalement leur énorme masse, jusqu'à ne laisser subsister au final que des quarks légers. Mais un tel ajustement fin paraît extrêmement suspect. Dans la nature, des compensations précises au niveau d'une part sur plusieurs millions sont extrêmement rares. Et une nouvelle question surgit alors. Si une force plus puissante encore que celle qui lie les quarks à l'intérieur des protons existe réellement, pourquoi n'a-t-elle encore jamais été observée ? Ni directement, ni indirectement, dans aucune expérience. Et qu'est-ce qui pourrait bien transmettre cette force ? Toutes les interactions connues possèdent des particules médiatrices, comme les photons ou les gluons. Il devrait donc logiquement exister ici aussi des particules médiatrices similaires. Pourtant, aucune particule de ce type n'a jamais été observée jusqu'à présent. Il reste invisible à nos yeux. Même si l'on met temporairement de côté le problème de la contradiction liée à la masse, l'hypothèse des préons se heurte à une difficulté encore plus simple, mais aussi bien plus fondamentale. Au fond, est-il vrai que nous ne voyons pas les préons ? Le point essentiel est que les accélérateurs de particules actuels permettent déjà d'explorer des échelles extrêmement petites. Lorsque des particules entrent en collision à très haute énergie, nous pouvons déduire leur structure interne à partir de leur manière de se diffuser. Et sur ce point, les conclusions sont assez claires. Les quarks se comportent comme des particules ponctuelles, et aucune structure interne n'a jamais été observée dans les expériences. Si les quarks contenaient réellement des constituants encore plus fondamentaux, cela devrait forcément se manifester d'une manière ou d'une autre. Par exemple, sous la forme d'écarts par rapport aux prédictions du modèle standard,
ou de signatures caractéristiques révélant une structure interne lors des collisions. Pourtant, rien de tel n'a été observé jusqu'à présent. Bien entendu, cela ne signifie pas que les préons n'existent pas. Mais cela implique autre chose. Si les préons existent bel et bien, alors soit ils se trouvent à un niveau encore plus profond, inaccessible aux expériences actuelles, soit leurs effets sont dissimulés d'une manière ou d'une autre. En résumé, nous faisons face ici à un problème délicat qui accompagne pratiquement toute théorie de ce type. Plus la structure supposée est placée à un niveau profond, plus il devient difficile de la vérifier expérimentalement. Une théorie qui ne peut pas être testée expérimentalement commence à perdre sa valeur en physique. Et dans l'ensemble, l'absence même de traces observables constitue déjà un argument très solide contre les modèles de préons. Mais supposons malgré tout que les préons existent réellement et qu'ils soient enfouis à un niveau extrêmement profond. Existe-t-il alors un moyen de les découvrir ? Car il est possible que les accélérateurs actuels, même le grand collisionneur de hadrons, ne soient tout simplement pas assez puissants. Cela nous amène à envisager un accélérateur encore plus puissant, l'univers lui-même. Il existe une hypothèse selon laquelle, dans des conditions extrêmes, pourraient se former des objets extrêmement denses et encore plus compacts que les étoiles à neutrons, appelées étoiles de préon. Les étoiles de préon sont recherchées à travers leurs effets gravitationnels, notamment les caractéristiques des ondes gravitationnelles ou la déviation de la lumière. Mais jusqu'à présent, aucune preuve certaine n'a été obtenue. Autrement dit, l'hypothèse des préons reste en suspens, tout en étant déjà fortement limitée par les données expérimentales. Sommes-nous en train de creuser dans la bonne direction ? Pourtant, les préons ne sont pas le seul centre d'attention de la physique moderne. Car les problèmes du modèle standard dont nous avons parlé plus tôt peuvent également être abordés d'une toute autre manière. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si les quarks sont composés de particules encore plus petites. Peut-être même que l'idée consistant à diviser sans cesse la matière en éléments toujours plus petits a déjà atteint ses limites. Par exemple, dans la théorie des cordes, les objets fondamentaux ne sont déjà plus des particules ponctuelles, mais de minuscules cordes vibrantes. En d'autres termes, dans ce cadre, les différentes particules ne seraient rien d'autre que différents modes de vibration d'une seule et même entité. D'autres approches encore ont également été proposées. À un niveau plus profond, le concept traditionnel même de particules pourrait tout simplement disparaître. À la place des particules apparaîtraient des champs, des symétries ou des structures encore plus abstraites. Et c'est là que les choses deviennent encore plus fascinantes. Depuis très longtemps, l'histoire de la physique suit toujours le même chemin. Nous prenons des objets complexes pour les décomposer en éléments plus simples. Et ce processus s'est répété encore et encore. Atomes, noyaux atomiques, protons, quarks. L'hypothèse des préons n'est finalement qu'une extension logique de cette longue chaîne, une tentative de pousser l'analyse un cran plus loin. Mais rien ne garantit que cette route se poursuive à l'infini. Peut-être avons-nous atteint une limite, et peut-être que les quarks sont déjà les entités les plus fondamentales. Et même s'il existe un niveau plus profond encore, il pourrait être totalement différent de tout ce que nous imaginons aujourd'hui. Peut-être que cette matrioshka ne contient pas simplement une poupée plus petite, mais quelque chose de radicalement différent, comme des cordes, des champs ou des structures encore plus abstraites. Mais personne ne le sait encore. Alors, attendons de voir. L'humanité est capable de résoudre même les énigmes les plus complexes de l'univers. Autrement dit, les choses les plus passionnantes restent encore à venir. Si vous avez apprécié cette vidéo aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un like et de la partager avec vos amis. Merci à tous de nous avoir regardés. À la prochaine. Au revoir.